commencer notre webinaire. Au nom de l'équipe de Fertilia, je souhaite la bienvenue à tous les participants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à controverse. Il s'agit de l'utilisation de l'utilité des antioxydants dans l'infertilité masculine. Je remercie le docteur Walid Qarqni qui a accepté de présenter le sujet. Je remercie aussi notre ami Dr Ahmed Midessi et aussi Dr Hanan Loumi qui ont accepté de modérer ce webinaire. Et je remercie aussi les laboratoires IPSA d'avoir sponsorisé ce webinaire. Et sans tarder, je vais partager mon écran pour vous présenter la vidéo des laboratoires IPSA. It's a long, long way to reach the heart of someone and to say the right words at the right moment. It takes a lot of time, and trust me, you really don't have to be shy to tell her what you really think. Is it my help you need? Your back looks so heavy, please let me carry it for you. Whoa, you look so sad, I should stand next to you when times are bad. I could dry your tears away. It's a long, long way to reach the heart of someone and to say the right words at the right moment. You know it takes a lot of time, and you really don't have to be shy to tell her what you really think. You are the most wonderful, you are the most beautiful I have ever seen in my whole life. A simple friend, let me stay by your side. It's a long, long way to reach the heart of someone and to say the right word. Merci, Dr Chad Mahmoud. Merci pour cette invitation. Je remercie également toute l'équipe de Fertilia La Rose pour la qualité de ces webinaires qui nous ont enrichis ces dernières semaines. Pour moi, c'est un plaisir et un honneur de partager avec vous la modération de ce webinaire. Je pense que nous allons débattre d'un sujet, à mon sens, très difficile parce que dans l'infertilité masculine, nous n'avons pas beaucoup de débouchés thérapeutiques. Et lorsque nous les avons, par exemple les antioxydants, est-ce que l'amélioration des paramètres du spermogramme sont suffisants? Je pense que non. On devrait avoir l'amélioration des paramètres du spermogramme, mais aussi obtenir une grossesse en améliorant le facteur masculin. Merci, Sidi Habib. Bonsoir tout le monde. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un sujet difficile, disons. Un sujet surtout de controverse, puisque ces traitements antioxydants dans l'infertilité masculine, on les prescrit assez souvent. C'est une prescription assez courante dans nos consultations, bien que la littérature soit
actuellement, il y a plein de controverses dans la littérature et également au niveau des recommandations des sociétés savantes, il n'y a pas de recommandations assez claires, voire pas de recommandations du tout. Alors, pour introduire un peu le sujet, j'ai choisi deux cas cliniques de deux couples qu'on voit assez souvent dans nos consultations d'infertilité. Je pense que là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, donc je reviens juste rapidement au premier cas. Donc, monsieur est âgé de 37 ans, madame est âgée de 32 ans. Il s'agit d'une infertilité primaire d'un couple de 8 ans. Monsieur a une OATS. Au bilan féminin, rien à signaler. Ils ont eu déjà 3 ICSI avec échec à chaque fois. Et comme vous pouvez le noter, il y a eu un mauvais rendement au niveau de la fécondation à chaque fois. Donc, une nouvelle FIV est prévue. Donc, à l'interrogatoire du mari, il est informaticien, il est tabagique à 20 paquets années, buveur occasionnel d'alcool, il est assez sédentaire avec un BMI à la limite de l'obésité, il n'a pas d'antécédents particuliers. L'examen et l'échographie de l'appareil urogénital est sans particularité, notamment on a 2 testicules de volume normal, des épididymes normaux et il n'y a pas de varicocèle. Il a déjà eu un bilan génétique auparavant où le karyotype est normal et il n'y a pas de microdèle du chromosome Y. Alors, au niveau du spermogramme, il y a une OATS avec une oligospermie à 3,5 millions, une mobilité légèrement basse, mobilité progressive à 30%, une nécrospermie avec une vitalité à 40%, et on a une tératospermie extrême polymorphe. Il n'y a pas de leucospermie notée au niveau du spermogramme. Alors, vu les échecs répétés, on avait demandé une étude poussée du sperme, et notamment une étude de l'ADN spermatique, et qui a montré un taux de décondensation de la chromatine et un taux de fragmentation de l'ADN spermatique légèrement élevé, à 25% et 15% respectivement. Et surtout, au niveau de la quantification du stress oxydatif dans le sperme par la technique Mioxis, on avait un niveau de stress oxydatif très élevé, pratiquement 10 fois la normale. J'enchaîne avec le deuxième couple. Monsieur est âgé de 38 ans, madame est âgée de 33 ans. Ils ont une infertilité primaire de 7 ans. Monsieur a une OATS. Au bilan féminin, rien de particulier. Ils ont eu également 3 FIV avec échec à chaque fois, avec un faible rendement au niveau de la fécondation et une mauvaise qualité embryonnaire. Une nouvelle FIV est prévue. À l'interrogatoire du mari, il a des antécédents d'infection urétrale il y a 30 ans, il n'est pas tabagique, il n'est pas consommateur d'alcool, il a un BMI normal, il rapporte une gêne testiculaire gauche paroxystique. L'examen et l'échographie trouvent 2 testicules de volume normal, des épididymes normaux et on note une varicocèle gauche grade 3 clinique. Son spermogramme, tout comme le premier monsieur, note une OATS avec une nécrospermie, une concentration des spermatozoïdes à 4,6 millions, une mobilité progressive assez réduite à 5%, une vitalité à 35%, une tératospermie extrême polymorphe et pas de leucospermie. Le taux de décondensation de l'ADN spermatique et le taux de fragmentation de l'ADN spermatique sont assez élevés, 46% et 40% respectivement. Et on a un taux de stress oxydatif également élevé à pratiquement 6 fois la normale. Alors, ces 2 cas, on les voit assez souvent dans nos consultations d'hypofertilité masculine. Ces 2 cas d'hypofertilité masculine avec stress oxydatif retrouvés lors des explorations. Pour le premier cas, c'est une hypofertilité masculine idiopathique. On a une altération des paramètres spermatiques sans aucune cause évidente, à part éventuellement le tabac, qui n'expliquerait pas une telle altération. L'absence de cause pour le premier cas rend l'absence de possibilité, rend un traitement spécifique impossible. Et la seule intervention possible est de réduire le stress oxydatif. Pour le deuxième cas, on a une varicocèle gauche de haut grade qui pourrait expliquer, dans une certaine mesure, au moins l'altération des paramètres spermatiques et le niveau élevé du stress oxydatif. Là, il y a une possibilité de traitement spécifique, c'est la cure de varicocèle.
ce stress oxydatif dont on parle souvent est un important médiateur d'infertilité masculine. Il est lié à la présence d'espèces réactives oxygénées, qu'on appelait auparavant des radicaux libres, dans le liquide séminal. Et ces espèces réactives oxygénées sont produites essentiellement par les leucocytes et les spermatozoïdes anormaux ou immatures. Alors, il faut savoir que ces espèces réactives oxygénées ne sont pas anormales, car ce sont des produits normaux du métabolisme cellulaire et ils sont nécessaires aux différentes fonctions cellulaires, mais nécessaires en faible quantité. L'élévation de ces espèces réactives oxygénées dans le liquide séminal entraîne l'utilisation par le corps d'antioxydants alimentaires et endogènes pour établir l'équilibre. Le déséquilibre en faveur des radicaux libres par rapport aux antioxydants alimentaires et endogènes crée justement ce stress oxydatif qui va compromettre la fertilité masculine via plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, ce sont les altérations de la membrane cellulaire et de l'ADN spermatique et une capacitation qui va se trouver compromise, ce qui réduit le pouvoir fécondant du spermatozoïde. Il y a aussi un deuxième mécanisme compromettant la fertilité qui est rapporté dans la littérature, c'est la formation de substances génotoxiques et de mutagènes, ce qui augmente le risque tératogène. Alors, ce stress oxydatif est un médiateur important dans plusieurs causes connues et facteurs de risque d'hypofertilité masculine. Et on le retrouve dans 30 à 80% des cas d'infertilité masculine inexpliquée, ce qu'on appelle actuellement dans la littérature l'infertilité masculine liée au stress oxydatif, male oxidative stress infertility. Ceci rend compte de l'intérêt de plus en plus important qu'on octroie aux traitements antioxydants dans certaines situations d'hypofertilité masculine. La disponibilité des produits, leur sécurité de prescription et leur coût relativement abordable par rapport aux autres traitements de l'hypofertilité expliquent leur prescription large. Malheureusement, parfois sans évaluation complète du couple et en l'absence, comme j'ai dit au début, de recommandations claires. Alors, les antioxydants qui ont été les plus évalués dans la littérature, seuls ou en traitement combiné, sont, à titre d'exemple, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B1, qui ont un rôle dans la numération des spermatozoïdes, la L-arginine qui agit sur la vitalité, les carnitines et le coenzyme Q10 qui agissent sur la mobilité, de même que le zinc et le sélénium. Et puis, il y a d'autres antioxydants qui ont un pouvoir réparateur de l'ADN spermatique, qui sont la L-cystéine, le lycopène, l'acide folique et le zinc. Alors, avant de passer à la littérature, je cède la parole au modérateur pour voir s'il y a des questions jusque-là au niveau du stress oxydatif, au niveau de cette introduction. Merci Walid. Je pense que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de questions, mais je vais moi-même te poser une question. Premièrement, pour le premier cas, lorsque tu dis que c'est idiopathique, je pense qu'il est admis que le tabac fait sortir un peu ce côté idiopathique. Il y a une atteinte par le tabac qui est vérifiée et validée. Je viens de lire cet après-midi la validation aussi de l'alcool. L'alcool est validé comme étant un perturbateur au niveau des paramètres. Donc, dire que c'est idiopathique alors que moi, je considère que la première cause de perturbation est le tabac. Deuxièmement, est-ce que le fait de trouver une cause, pourquoi ne pas aussi associer le fait qu'il y ait aussi un stress oxydatif? Le varicocèle peut s'associer à un stress oxydatif. La leucospermie, l'infection peuvent aussi, le fait que le stress oxydatif n'oblige pas qu'on soit sans une autre cause. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Pour les autres causes, bien sûr, bien entendu, on peut avoir une varicocèle de haut grade et avoir un stress oxydatif qui est lié à une autre cause. Ce n'est pas forcément la varicocèle qui expliquerait le stress oxydatif, mais bon, comme vous l'avez dit dès le début, quand vous avez introduit le sujet, dans l'hypofertilité masculine, on n'a pas tellement de marge de manœuvre
Et quand on retrouve une cause, et notamment ici une varicocèle de haut grade, avec des altérations des paramètres spermatiques qui pourraient être expliquées par cette cause, avec un niveau de stress oxydatif élevé qui pourrait être expliqué par cette cause, avec une fragmentation de l'ADN élevée qui pourrait aussi être expliquée par la varicocèle. Ceci a été prouvé dans différentes études. On pourrait se dire que, pourquoi pas, c'est une infertilité liée à la varicocèle et pourquoi pas traiter la varicocèle. Ça, c'est pour le deuxième cas. Pour le premier cas, je suis d'accord avec vous que l'alcool et le tabac ont été admis comme cause, et c'est tout ce qui est, disons, écart au niveau de l'hygiène de vie peuvent aujourd'hui expliquer des altérations des paramètres spermatiques, mais je pense aussi que si on a des altérations importantes, aussi importantes comme c'était le cas pour le premier monsieur, est-ce qu'on pourrait complètement, disons, inculper le tabac dans ces altérations-là? Je ne sais pas, peut-être que vous avez raison d'inculper le tabac, peut-être que non, il faudrait rechercher d'autres causes. Bien. Hanan. Alors, j'ai une question par rapport à la prise en charge de ces deux patients. Alors, si tu permets, quel traitement a été adopté pour ces deux patients et quelle était la suite? Est-ce qu'il y a eu une amélioration après la prise en charge? Est-ce que tu as contrôlé c'est pareil? Alors, délais pour contrôler? Pour le premier cas, on va sortir un peu du sujet, mais le monsieur a eu finalement une biopsie testiculaire synchrone, puisque c'était 3 échecs de FIV, avec un mauvais rendement, avec un niveau de stress oxydatif élevé, et on y avait, à part le tabac et l'alcool, aucune autre cause évidente. Donc, on est passé en BT synchrone. Je n'ai malheureusement pas les résultats, car ils viennent d'avoir leur biopsie tout récemment. Et puis, pour le deuxième patient, on lui a proposé la cure de varicocèle et il ne nous est pas encore présenté, pour être franc, pour sa cure de varicocèle. Voilà, donc on n'a pas encore malheureusement le suivi de ces deux couples. Mais pour le premier couple, je peux vous donner dans le futur proche des résultats. Mais Walid, oui. Est-ce que vous avez choisi de recourir à la biopsie testiculaire sans essayer de réduire le stress oxydatif par un traitement ou En fait, il a eu avant différents traitements. Il a eu avant différents traitements, mais c'est la première fois qu'on dose le stress oxydatif. Donc, c'est un stress oxydatif persistant malgré les traitements. Pour les écarts au niveau de son hygiène de vie, ça n'a jamais été réparé. C'est un homme qui n'a jamais arrêté de fumer, qui est toujours sédentaire, consommateur d'alcool, il est consommateur occasionnel, voilà. Ce que je peux rajouter par rapport à la prise en charge du premier cas clinique, et pour tout patient qui présente une décondensation de l'ADN qui est élevée et qui peut être en rapport avec ce stress élevé ou autre chose, un problème métabolique, généralement les antioxydants sont, je dirais, contre-indiqués quand il s'agit d'une décondensation de l'ADN. Et le fait de recourir à la biopsie, c'était la bonne stratégie. Bien. Il y a quelques questions qui arrivent. De toute façon, on va être obligé d'un peu mélanger les rubriques parce que cette question dit que est-ce qu'il serait intéressant d'essayer d'améliorer le sperme avant de passer à la FIV? C'est du général, mais... Je pense que c'est toujours intéressant d'essayer d'optimiser le sperme avant de passer à la FIV, surtout si on a des échecs de FIV répétés et un facteur masculin clair et net, comme c'est le cas pour le premier cas. Après, si on a des échecs malgré l'optimisation du facteur masculin, là, il faudrait penser à d'autres alternatives pour
pour améliorer les résultats de la FIV, car on reste toujours, comme Simidessi a dit au début, on reste toujours sur disons une stratégie centrée sur le couple et pas centrée sur les paramètres spermatiques seulement. Donc le but, c'est d'améliorer, c'est d'optimiser les résultats de la FIV plutôt que d'optimiser les paramètres spermatiques. Merci. Walid, on te demande un protocole détaillé thérapeutique en cas de stress oxydatif. Je pense que tu vas en partie certainement répondre dans la deuxième partie. On te demande un protocole détaillé. Et une autre question, la chirurgie bariatrique peut-elle entraîner un stress oxydatif? Alors, on sait que l'obésité est un facteur de stress oxydatif, surtout que l'obésité est souvent associée à la sédentarité. Donc, ça, c'est un facteur de stress oxydatif. Après, pour la chirurgie bariatrique, franchement, je n'ai pas de réponse. Mais de toute façon, en consultation, on conseille souvent les patients, les hommes en surpoids ou en obésité, de réduire leur poids. Ça fait partie de l'amélioration de l'hygiène de vie pour optimiser les paramètres spermatiques. Très bien. Donc, si vous voulez bien, on pourrait passer à la deuxième partie. D'accord. Donc, justement, la deuxième partie, c'est l'evidence-based medicine. Donc, que dit la littérature en matière d'antioxydants dans l'infertilité masculine? Alors, avant de passer à l'article de revue que Sikhal m'a demandé de vous lire, et qui est un article tout récent, et je pense que c'est le plus exhaustif actuellement dans la littérature, je vais juste rapidement mentionner les 3 méta-analyses de la Cochrane. Alors, la première était parue en 2011, puis ça a été révisé en 2014 et 2019. C'est des méta-analyses qui se sont intéressées à l'intérêt du traitement antioxydant chez l'homme pour les couples ayant une aide médicale à la procréation. Donc, 61 études, plus de 6000 hommes hypofertiles et 18 antioxydants ont été évalués. Alors, malheureusement, il y avait de rares essais randomisés contrôlés inclus dans ces 3 méta-analyses de la Cochrane, et les résultats des différents essais étaient très disparates, allant d'un bénéfice clair jusqu'à l'absence totale d'effet, voire un effet préjudiciable des antioxydants pour les couples ayant une AMP. Et les conclusions des 3 revues, c'est qu'il y a un faible niveau de preuve actuel en faveur d'une augmentation du taux de grossesse et du taux de naissance vivante induit par les traitements antioxydants, premièrement. Deuxièmement, pas d'effet des antioxydants sur la survenue de fausses couches. Alors, l'article de revue qui est apparu en avril 2021, c'est un article tout récent. Il a été publié par l'équipe du professeur Agarwal de la Cleveland Clinic. C'est un article qui s'est intéressé à l'intérêt des antioxydants dans le traitement de l'infertilité masculine, et il a essayé d'établir à partir des résultats de la littérature certaines recommandations pratiques. Il a colligé 97 études au total. La majorité, c'était des essais non contrôlés. Il y avait quand même quelques essais randomisés contrôlés en simple aveugle et d'autres en double aveugle. Alors, les paramètres évalués dans cette étude étaient les paramètres spermatiques en général, les paramètres du spermogramme, qui ont été évalués dans la majorité des études. Les marqueurs de la fonction spermatique, fragmentation de l'ADN, stress oxydatif, capacitation, réaction acrosomique, n'ont été évalués que dans cette étude. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est les résultats de l'AMP qui n'ont été évalués que dans 19 études. Les études ont été classées en faible qualité et forte qualité en fonction de différents critères. Alors, on va voir grosso modo les résultats, puis on va essayer de détailler un peu par la suite. Alors, grosso modo, la majorité des études, 70 sur 90 études, étaient de faible qualité. Ces études ont montré une amélioration des paramètres spermatiques et des marqueurs de la fonction spermatique de façon significative seulement pour les études de faible qualité. 11 études se sont intéressées à la varicocèle avec stress oxydatif.
C'est seulement les études de faible qualité qui ont montré une amélioration qui n'était pas significative des paramètres spermatiques et des marqueurs de la fonction spermatique. D'autres études se sont intéressées au stress oxydatif avec paramètres spermatiques altérés d'une façon générale, sans rentrer dans la cause. Et les études, là aussi, de faible qualité seulement, ont montré une amélioration significative des paramètres spermatiques et des marqueurs de la fonction spermatique. Enfin, certaines études se sont intéressées à l'infertilité masculine idiopathique ou inexpliquée. Et là, on va voir par la suite la définition de chacune. Dans ces deux rubriques, c'est des études de haute qualité qui ont montré une amélioration significative des paramètres spermatiques conventionnels et avancés. 19 études seulement se sont intéressées au rôle du traitement antioxydant sur les résultats de l'AMP. Et là aussi, ce sont les études de faible qualité qui ont montré une amélioration, disons un effet bénéfique significatif sur les résultats. 60% seulement des études de forte qualité ont montré une amélioration des résultats de l'AMP par le traitement antioxydant. Alors, c'est bien d'avoir tous ces résultats, mais il faut savoir que la littérature qui concerne les antioxydants en matière d'infertilité masculine a beaucoup de limites et beaucoup d'insuffisances. Alors, premièrement, et c'est un point qui a été mentionné par Simidesi au début, c'est la difficulté d'évaluer l'impact des antioxydants sur les résultats de l'AMP. En effet, dans la majorité des études dans la littérature, ce sont les paramètres spermatiques seulement qui ont été évalués. On a un très faible nombre d'études qui ont évalué le taux de grossesse et le taux de naissance vivante. Le taux de grossesse et de naissance vivante, on le sait, sont largement influencés par des facteurs confondants féminins. Et donc, pour avoir une étude de forte qualité, il faudrait standardiser non seulement pour les hommes, mais aussi pour les facteurs féminins. Et même si on standardise pour les facteurs féminins, il y a toujours une possibilité de biais liée à l'interaction spermatozoïde-ovocyte, puisqu'il y a des études qui ont montré un risque d'altération de la fonction ovocytaire liée au stress oxydatif masculin, et d'autre part, d'autres études ont montré la capacité de l'ovocyte de réparer le spermatozoïde. Et donc, on se retrouve devant une littérature centrée sur l'homme et ses paramètres spermatiques et non pas sur le couple et l'amélioration du taux de grossesse. Alors, la deuxième limite, c'est un délai d'abstinence avant spermogramme qui est très variable d'une étude à une autre et au sein d'une même étude parfois. C'est une abstinence de 4 jours au plus sans préciser de limite supérieure. Or, on sait qu'une abstinence prolongée est associée à un stress oxydatif élevé et une altération des paramètres spermatiques. Troisième limite, c'est un âge paternel très variable. Les limites d'âge des hommes inclus dans les différentes études allaient de 20 jusqu'à 60 ans. Parfois, au sein d'une même étude, on retrouvait des hommes âgés de 20 jusqu'à 60 ans. Or, cette variabilité de l'âge paternel rend très difficile la comparaison des différents traitements antioxydants et de leur impact, car on sait que l'âge paternel avancé, et ça on le sait de façon pertinente aujourd'hui, est associé à une augmentation du stress oxydatif et à une diminution du pouvoir fécondant et une altération des paramètres spermatiques. Alors, la troisième limite, c'est au sein même de la mesure du stress oxydatif, puisque cette mesure n'est pas standardisée d'une étude à une autre, et parfois au sein même d'une même étude, surtout dans les études multicentriques. Différentes techniques sont utilisées dans les études, ce qui rend la comparaison difficile. Et ce qui est recommandé actuellement, c'est le système Mioxis, qui a une utilisation facile, un rapport coût-bénéfice, un bon rapport coût-bénéfice, et c'est un système reproductible. Il permet la mesure de la balance globale oxydoréductrice dans le liquide séminal, et il permet également une surveillance parfois sous traitement pour éviter le surtraitement
et donc le stress réductif paradoxal qui peut en résulter et qui est aussi nocif que le stress oxydatif. Alors, une autre limite de la littérature actuelle, c'est les niveaux physiologiques de la balance oxydoréductrice qui sont encore mal élucidés, bien que des limites aient été récemment proposées. Alors, une autre insuffisance de la littérature, et non des moindres, c'est la variabilité des protocoles utilisés. Parfois, au sein même d'une même étude, on trouve des hommes traités par certaines doses, certains produits, et d'autres traités par d'autres types de produits et ont reçu d'autres doses. Donc, ce qui rend la comparaison toujours difficile. Il y a des variabilités au niveau du type de traitement, au niveau des doses et au niveau de la durée de traitement. Donc, on se retrouve au niveau de l'evidence-based medicine devant un faible niveau de preuve supportant l'usage des antioxydants chez l'homme hypofertile. On se retrouve aussi devant un risque de surtraitement qui peut conduire, comme on l'a dit, à un stress réductif aussi nocif que le stress oxydatif. Et surtout, ce qui est, je pense, à mon sens, l'un des revers de la médaille du traitement antioxydant, c'est la possibilité de retarder inutilement d'autres traitements nécessaires et surtout retarder donc, le parcours du couple, notamment lorsque la femme est assez avancée en âge. Donc, tout ça nous rend compte du besoin, disons, urgent, entre guillemets, de recommandations pratiques pour la prescription des antioxydants. Alors, malheureusement, au niveau des recommandations, c'est le no man's land. Il n'y a pas de recommandations des sociétés savantes. Et au niveau des recommandations de l'AEA et de la CRM récentes, on ne recommande pas du tout la prescription des antioxydants, voire il est conseillé d'avertir les hommes chez qui on prescrit de tels traitements. Donc, il faudrait les avertir et leur dire clairement qu'il n'y a pas de niveau de preuve suffisant supportant la prescription de tels traitements dans leur cas. Alors, l'équipe d'Ashok Agarwal, au niveau de l'étude que je vous ai présentée, a essayé d'établir une série de recommandations pratiques. C'est vrai que c'est une revue de la littérature où la majorité des études sont de faible qualité, avec plusieurs limites, comme on a mentionné, mais cette équipe a au moins le mérite d'essayer d'en tirer quelques recommandations, même de faible grade. Alors, le traitement antioxydant est recommandé lorsqu'il est possible et peut résulter en une amélioration des paramètres spermatiques si la cause est liée au stress oxydatif. 3 situations ont été, disons, évaluées. C'est altération des paramètres spermatiques avec stress oxydatif, quelle que soit la cause de l'altération. Deuxième situation, c'est la varicocèle avec stress oxydatif. Et la troisième situation, c'est l'infertilité masculine inexpliquée et idiopathique. Alors, on n'a malheureusement pas de recommandation pour la leucospermie, puisque le nombre d'études est insuffisant. Pour ce qui est de l'altération des paramètres spermatiques associés au stress oxydatif, quelle qu'en soit la cause, les études de faible qualité dans cette revue de la littérature ont montré une amélioration significative des paramètres spermatiques conventionnels et avancés, bien qu'il y ait une grande hétérogénéité des résultats. Et les rares essais contrôlés versus placebo ont montré que le traitement antioxydant en cas d'altération des paramètres spermatiques et de stress oxydatif permet de réduire le stress oxydatif mesuré versus placebo. Alors, la recommandation, c'est que le traitement antioxydant peut améliorer les paramètres spermatiques conventionnels et les marqueurs de la fonction spermatique, et c'est une recommandation de grade C. Alors, deuxième situation, c'est la varicocèle avec stress oxydatif.
Alors, il a déjà été démontré dans la littérature que le niveau de stress oxydatif chez les hommes hypofertiles avec varicocèle est très élevé comparativement aux hommes fertiles avec ou sans varicocèle et aux hommes hypofertiles idiopathiques. Alors, on le sait tous aujourd'hui, en matière de varicocèle, c'est la varicocélectomie, la cure de varicocèle, qui est le gold standard permettant une amélioration des paramètres spermatiques et des chances de grossesse spontanée. Dans notre revue de la littérature, les études qui ont montré une amélioration des paramètres spermatiques et des marqueurs de la fonction spermatique en cas de varicocèle avec stress oxydatif étaient de faible qualité dans la majorité des cas. Mais ces études, en fait, en revoyant ces études, il y a un niveau de preuve insuffisant qui conduit à la prescription des antioxydants seuls, sans cure de la varicocèle. Alors, on a une méta-analyse, notamment en 2019, qui a colligé 6 essais randomisés contrôlés et plus de 570 hommes hypofertiles avec varicocèle. Et là, comparé le traitement antioxydant versus placebo après cure de varicocèle chez ces hommes hypofertiles avec varicocèle et stress oxydatif. Et l'antioxydant a permis, versus le placebo, une amélioration significative de la concentration, de la mobilité et de la morphologie des spermatozoïdes, sans pour autant qu'il n'y ait de différence au niveau du taux de grossesse. Alors, la recommandation dans le cas de figure de la varicocèle avec antioxydants, c'est que le traitement antioxydant, en plus de la cure de varicocèle, permet une meilleure amélioration des paramètres spermatiques. Et c'est une recommandation classée grade C. Alors, la troisième situation, c'est l'infertilité masculine inexpliquée et idiopathique. Alors, je reviens un peu aux définitions. Infertilité inexpliquée, c'est une infertilité malgré des paramètres spermatiques normaux. C'est 6 à 27% des cas d'hypofertilité masculine. Infertilité masculine idiopathique, c'est une infertilité avec altération des paramètres spermatiques de cause inconnue, et c'est 30 à 58% des cas d'infertilité masculine. Alors, dans ces infertilités idiopathiques et inexpliquées, le stress oxydatif joue un rôle très important. 30 à 40% des infertilités inexpliquées et jusqu'à 80% des infertilités idiopathiques sont associées à un stress oxydatif. Alors, dans notre revue de la littérature, cette situation prend la part la plus importante au niveau de la prescription du traitement antioxydant, puisque c'est la seule situation où ce sont les études de forte qualité qui ont montré que les antioxydants amélioraient de façon significative les paramètres spermatiques et les marqueurs de la fonction spermatique, avec un meilleur bénéfice sur la mobilité des spermatozoïdes. Et de là, la recommandation que les antioxydants permettent d'améliorer significativement la qualité spermatique chez les hommes ayant une infertilité idiopathique ou inexpliquée. Et c'est une recommandation de grade B, contrairement aux deux autres situations, notamment à la varicocèle. Alors, d'autres petites recommandations, disons, c'est concernant le type d'antioxydants. Alors, les antioxydants recommandés, c'est ceux qui franchissent facilement la barrière hématotesticulaire et hémato-épididymaire, tels que la vitamine E, les carnitines et le coenzyme Q10. Pour ce qui est de la dose d'antioxydants, alors, il faut savoir que les doses sont très variables d'une étude à une autre et qu'il n'y a aucune recommandation concernant les doses. Et si on revoit les différents produits commercialisés, on peut retrouver pour un seul composant différentes doses au niveau des différents produits. Alors, mais ce qui est très important, c'est que la dose doit être suffisamment élevée pour restaurer la fonction cellulaire normale en réduisant le stress oxydatif.
sans pour autant compromettre le rôle physiologique des espèces oxygénées réactives et donc sans pour autant entraîner un surdosage conduisant au stress réductif qui est aussi nocif. Pour ce qui est de la durée de traitement recommandée, elle est au moins de 3 mois. Alors, on a vu là la littérature avec ses résultats et ses limites surtout, et on a, disons, essayé de voir le peu de recommandations pratiques qu'on pourrait tirer de cette littérature en nombreux biais. Je passe la parole au modérateur pour les questions éventuellement. Alors, merci Ouelid pour cette belle revue de la littérature. Nous sommes conscients de la difficulté et de la complexité de ce sujet. Nous sommes conscients qu'on a donc une large gamme d'antioxydants, qu'il y a des antioxydants combinés, il y a des antioxydants isolés, que la durée n'est pas bien fixée par la littérature, que justement l'impact ou l'effet de ces traitements antioxydants n'est pas très bien élucidé vu l'hétérogénéité des études et malgré les méta-analyses effectuées, il y a toujours des lacunes qui sortent derrière cette littérature très riche. Toujours la question qui se pose et qui est récurrente, c'est par rapport à la durée. J'ai notre collègue Lamia Nif qui demande la durée optimale pour un traitement antioxydant pour qu'il donne une certaine efficacité. On sait que c'est minimum 3 mois. Est-ce qu'on peut aller vers des durées plus prolongées? Et à partir de quel délai on constate une amélioration? Alors, c'est 3 mois, comme tu as dit, Hanen, c'est au moins 3 mois, et on peut aller à 6 mois. Mais ce qu'il faut éviter absolument, c'est de banaliser cette durée et de ne pas tomber, disons, dans l'autoprescription par le couple. On a vu des hommes qui consultent alors qu'ils sont depuis 1 an sous traitement antioxydant. Ils ont vu leur médecin qui a mis l'homme sous traitement antioxydant pendant 3 à 6 mois, mais bon, vu, disons, que le traitement est décrit comme inoffensif et dénué d'effets secondaires, ils avaient poursuivi. On a vu des catastrophes au niveau du spermogramme, 1 an et voire plus. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était depuis 1 an et demi sous traitement antioxydant. Il le prenait tout seul, il l'achetait et il prenait sans aucune prescription médicale. Donc, ce qu'il faut absolument, le point sur lequel il faut absolument insister, c'est ne pas banaliser la durée. Donc, c'est vrai que 3 mois, c'est le minimum. Peut-être 3 à 6 mois, c'est ce qui est le plus communément admis. Mais il faut surtout éviter le surtraitement en termes de dose, mais aussi en termes de durée de traitement. Donc, à ton avis, il ne faut pas dépasser les 9 mois, disons. Je pense, mais après, ça dépend aussi de la valeur, du taux de stress oxydatif initial. Ça dépend des autres actions qu'on va mener au niveau de l'optimisation disons, du sperme. Si le patient est tabagique, il arrête son tabac et que l'arrêt du tabac va réduire le stress oxydatif et qu'on prolonge, disons, de manière exagérée le traitement antioxydant, peut-être qu'on va tomber dans le stress réductif et on va altérer à nouveau les paramètres spermatiques. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en considération. Donc, il faut tenir compte de tout l'équilibre hygiéno-diététique du patient. Donc, on n'insiste pas sur un traitement antioxydant alors que le patient, il a un régime déséquilibré, il ne fait pas d'activité physique, donc c'est tout un métabolisme. Il faut insister qu'il faut respecter les règles hygiéno-diététiques et puis prendre son traitement antioxydant. C'est ça. Il faut hésiter aussi à surveiller, à refaire le dosage du stress oxydatif s'il le faut. Walid. Oui.
pour cette question de durée, Hanan, moi j'ai une idée sur le fait que il n'y a pas de recommandation. Mais on est tous à utiliser ces antioxydants. Tout le monde en utilise des antioxydants. Et il ne faut pas se cacher, il y a des améliorations. Nous mettons les gens sous traitement, il y a des améliorations. L'automédication est devenue de plus en plus rare parce que ces produits sont devenus très chers. Mais moi, par exemple, j'ai l'habitude de prescrire l'antioxydant pendant 3 mois. Je vérifie au bout de 3 mois parce que la surprise, comme tu as dit, tu peux avoir un effet négatif de certains produits ou de certaines compositions. On est étonné de voir que le sperme se dégrade. Alors, il faut réévaluer et changer d'antioxydant. Moi, j'ai l'habitude de donner un antioxydant qui est aujourd'hui un mélange de plusieurs antioxydants qu'on ne pourra pas évaluer. Je le donne pour 3 mois. S'il y a une amélioration, je donne encore maximum 3 mois parce que moi, j'ai vu qu'au-delà de 6 mois, on stagne en matière de résultats ou on a un effet inverse. La durée, c'est minimum 3 mois, mais il faut moduler en revisant le stress, en réévaluant le stress oxydatif et en changeant. J'ai l'habitude aussi de changer. Lorsque je mets 3 mois, j'ai une petite amélioration. Je change avec un antioxydant isolé qui est généralement moins cher et ça permet de laisser le malade adhérer à cette condition de traitement par les antioxydants. Parce que Hanan, moi, je n'adhère pas au fait de dire que le malade n'arrête pas le tabac. Il ne change pas d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse? Et on a eu une période, il y a eu des années où on nous a dit arrêtez de traiter par les antioxydants, passez tout le monde en IAC et en FIV et vous allez leur résoudre leurs problèmes. Ce n'était pas vrai. Alors, on essaie de gagner du temps lorsque l'état de la femme le permet et lorsque la durée de l'infertilité le permet, mais pour moduler, les antioxydants ont un effet bénéfique. Et je vais profiter pour ne pas l'oublier, professeur Agarwal a un webinaire qui va se faire prochainement, je pense la semaine prochaine. Je vais le diffuser dans le groupe IVF Worldwide et je vais le diffuser sur la page de Fertilia. Je vais vous passer parce qu'il va faire une mise au point justement des dernières recommandations. Je pense qu'il a du nouveau pour faire une mise au point dans un webinaire qui va se passer prochainement. Donc, restons sur l'amélioration des paramètres spermatiques. Il y a certains qui demandent si la tératospermie isolée peut être corrigée par les traitements antioxydants. Alors, on l'a vu au début, je peux revenir pour vous montrer qu'il y a certains antioxydants qui ont un effet sur la morphologie. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas prescrire les antioxydants quand il y a une tératospermie isolée, tout comme ne pas traiter une varicocèle en présence d'une tératospermie isolée. Je pense que les résultats de la littérature, certains résultats, et on l'a vu au niveau de la dernière recommandation au niveau de la varicocèle avec stress oxydatif, que le traitement antioxydant versus placebo a permis quand même une amélioration significative de la morphologie. Donc, il ne faut pas rester sur, disons, le dogme de la tératospermie isolée qui n'est pas améliorée par les antioxydants. Walid, par rapport à la tératospermie, je pense qu'il faut vraiment différencier les types de tératospermie pour ne pas laisser donc des zones d'ombre sur cette question. Il y a des tératospermies qu'on a déjà définies, c'est les tératospermies monomorphes qui ne se traitent pas par les antioxydants tels que la globozoospermie, la macrocéphalie, les flagelles courts. Pour la tératospermie polymorphe, l'impression qu'on a après un traitement antioxydant, c'est que la tératospermie se corrige, mais c'est en fait lié à une inhibition de ce phénomène apoptotique qui donne une déformation des spermatozoïdes.
Donc, c'est une fausse impression parce que finalement, le spermatozoïde, il se construit lors de la spermiogenèse. Donc, finalement, ce n'est pas au niveau des voies ni avec le système antioxydant qu'on va corriger, mais on va éviter le phénomène apoptotique, ce qui va nous réduire le nombre de spermatozoïdes qui passent à la nécrose. Voilà. Donc si la dysmorphie est constituée déjà au niveau du testicule, on ne peut pas y agir. Mais par contre, si la tératospermie est liée à un problème infectieux, à un problème exogène, on peut trouver des résultats après le traitement antioxydant. Voilà. Sinon, on passe à la question de Dr Slaoui qui dit « Une étude espagnole a soulevé le fait que faire de l'ICSI avec des spermes délétères risque de transmettre une infertilité à la descendance. Qu'en pensez-vous » Je laisserai répondre plutôt, je pense, Hanen. Hein. Alors, justement, quand on parle de transmission à la descendance et d'infertilité qui se transmet, on parle de facteurs génétiques, on parle de diagnostic moléculaire. Donc, pas devant toute altération du sperme, on a derrière un problème génique qui est à l'origine de ce défaut de spermatogénèse. Donc, ce n'est pas dans tous les cas où on a une altération sévère du sperme qu'on a une transmission à la descendance. Donc, quand l'enquête génétique est positive, oui, il y a un effet sur la descendance, mais si on n'a pas de preuves génétiques, on ne peut rien dire, ce n'est pas systématique. Voilà, sinon, il y a Dr Siwa qui fait un commentaire par rapport à la chirurgie bariatrique. Oui. Cette chirurgie peut paradoxalement altérer le sperme, pas corriger le sperme. À ton avis, Walid? Franchement, par quel mécanisme, je ne saurais pas vous répondre, mais c'est un point à vérifier. C'est vrai que c'est une chirurgie qui est de plus en plus répandue sous nos cieux, donc c'est peut-être un point à éclaircir même au niveau de mes connaissances. Hein. Je n'avais pas la notion que la chirurgie bariatrique pourrait altérer les paramètres spermatiques, mais de toute façon, c'est à creuser, disons. Alors, sinon, il y a certains qui demandent la posologie des différents composants antioxydants, la dose de certains oligoéléments, composants enzymatiques. Est-ce que tu peux donner… Les doses sont très, très variables. Même au sein des produits qui sont commercialisés, on peut retrouver disons des écarts de doses très importants. Ce qui est recommandé, par exemple, ce qui est communément recommandé, disons, par exemple, pour le zinc, qui est un important facteur quand on a des problèmes des problèmes de fragmentation de l'ADN spermatique. C'est la dose recommandée est de 40 mg par jour. Alors, en sachant que la majorité des traitements antioxydants actuellement commercialisés ne comportent pas cette dose. Donc, il faudrait parfois peut-être prescrire du zinc isolément si on a tout simplement un problème de fragmentation de l'ADN avec un stress oxydatif qui n'est pas très élevé. Donc 40 mg par jour pour le zinc. Pour les carnitines, alors il y a les défenseurs des carnitines qui peuvent vous en mettre même 3,5 mg par jour en prise quotidienne, alors qu'il y a d'autres traitements qu'on prescrit couramment où les carnitines sont plutôt plus faiblement dosées en carnitine.
Donc, ça, c'est pour la carnitine. Pour la vitamine E, généralement, c'est entre 100 et 200 mg par jour. Pour la vitamine C, c'est une dose qui peut arriver jusqu'à 500 mg par jour et peut même dépasser 500 mg par jour. 500 mg par jour, ce n'est pas beaucoup pour la vitamine C. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais les doses, c'est très disparate, d'une étude à une autre, d'un produit à un autre et d'un protocole à un autre. Donc, il faut toujours contrôler sans protocole d'antioxydants. Voilà. Voilà. Il y a Dr Zribi Ahmed qui demande dans quel cas il associe le traitement antioxydant à la cure de varicocèle. Dans les cas de varicocèle clinique, je dis bien clinique, avec altération des paramètres spermatiques et présence de stress oxydatif au niveau du dosage, il faudrait premièrement faire la cure de varicocèle. Le traitement antioxydant associé à la cure de varicocèle n'est pas une recommandation, mais comme on l'a vu, ça pourrait améliorer les résultats au niveau des paramètres spermatiques. Donc, pas toujours associé, c'est pas obligatoire d'associer un traitement antioxydant à la cure de varicocèle. La cure de varicocèle reste la pierre angulaire du traitement des cas de varicocèle avec stress oxydatif, mais le traitement antioxydant pourrait améliorer les résultats de la varicocélectomie. Alors, il y a Dr Gouga qui demande, avant de faire une biopsie testiculaire en cas d'azoospermie, est-ce que la prescription d'antioxydants peut apporter une amélioration? Alors, en matière d'azoospermie, je pense qu'on est dans d'autres causes et dans d'autres mécanismes plutôt que le stress oxydatif. Des niveaux de stress oxydatif élevés peuvent exister de façon associée à l'azoospermie, mais le but du traitement antioxydant dans ce cas-là, c'est par rapport à la question, est-ce qu'on compte optimiser les résultats de notre biopsie testiculaire en donnant un traitement antioxydant? Je ne pense pas qu'un traitement antioxydant puisse augmenter les résultats, puisse augmenter les chances d'avoir une biopsie positive. Alors, donc, il y a Dr Saïdeni qui dit si on n'arrive pas à doser le stress oxydatif, est-ce qu'on donne quand même un traitement antioxydant en cas d'altération des paramètres spermatiques? Alors, il est toujours préférable de doser le stress oxydatif. Si ce n'est pas possible, on a vu que dans l'infertilité idiopathique et inexpliquée, ce sont les deux cas où le traitement antioxydant pourrait agir de façon, disons, significative. Et donc, si on a un cas d'infertilité idiopathique, à condition de ne pas retarder, disons, l'échéance d'une FIV, pourquoi pas prescrire, si on n'a pas la possibilité de le prouver, un traitement antioxydant, et à condition, bien sûr, de surveiller les paramètres spermatiques afin d'éviter l'altération paradoxale. D'accord. Alors, il y a Dr Manour qui demande comment peut-on traiter la nécrozoospermie. Quand on parle de nécrozoospermie, c'est une baisse de la vitalité, hein. Donc, si on parle de nécrozoospermie modérée à sévère, il y a généralement une asténo qui est associée, il y a parfois un syndrome infectieux qui est apparent. Dans ce cas-là, c'est l'infection qui a causé cette baisse de la vitalité. Donc, il faut corriger plutôt l'infection, traiter l'infection, et puis certainement la vitalité sera corrigée. Sinon, passer à la FIV ou pas avec une nécrospermie, si on est à 0% de vivant, on ne peut rien faire, hein. Il faut traiter avant, il faut trouver la cause pour aller après en FIV. Ce n'est pas la FIV qui va résoudre le problème, ni la biopsie testiculaire.
il faut trouver la cause de la nécrozoospermie et définir l'étiologie avant d'aller penser à la biopsie. Voilà, donc c'est vraiment parmi les dossiers les plus complexes quand on a une nécrozoospermie qui est extrême, hein. Donc, c'est un frein pour la procréation médicalement assistée. Voilà, la nécrozoospermie peut être aussi due à un phénomène auto-humain. Donc, il faut penser à ça. Il faut rechercher les anticorps antispermatozoïdes qui peuvent être cytotoxiques et qui peuvent tuer les spermatozoïdes. Donc, vraiment, il faut explorer davantage quand on est devant une nécrozoospermie avant d'aller avancer sur le dossier et faire quoi que ce soit. Sinon, j'ai une autre question de Docteur Badri qui te remercie pour la présentation et elle dit, après un traitement antioxydant, combien de temps faut-il attendre pour réévaluer les paramètres spermatiques? Est-ce qu'après 3 mois, la durée d'une spermatogénèse ou la vérification, elle est faite avant la fin des 3 mois pour réajuster le traitement antioxydant? Je pense qu'il faut évaluer à 3 mois au minimum. C'est-à-dire, si on peut évaluer, moi je demande le spermogramme de contrôle légèrement après les 3 mois. C'est-à-dire, je laisse 3 mois de traitement et puis quelques temps pour évaluer les données du spermogramme. Donc, pas avant 3 mois en tout cas. Alors, on continue avec les questions. Il y a Dr Hamden qui demande, pour la cure de varicocèle, souvent on associe un traitement antioxydant. Est-ce qu'il y a des données de la littérature qui démontrent que cette association donne une bonne qualité embryonnaire et de meilleurs résultats en ICSI? Alors justement, pour la littérature, et on l'a vu dans une méta-analyse que je vous ai montrée, la littérature ne montre pas d'amélioration en termes de taux de grossesse quand on associe un traitement antioxydant à la cure de varicocèle. C'est-à-dire associer un traitement antioxydant après cure de varicocèle ne fait pas mieux qu'une cure de varicocèle seule en matière de résultats, disons en matière de taux de fécondité, en matière de résultats de la procréation médicalement assistée. Mais par contre, ça donne de meilleurs résultats en matière de paramètres spermatiques. Donc, on reste toujours sur disons, une littérature centrée sur l'homme et ses paramètres spermatiques. Il y a Dr Mayenga qui demande, ou bien qui fait un commentaire, donc par rapport aux règles d'hygiène, donc il faut respecter donc un régime équilibré, arrêt tabac et tout, donc il est d'accord, mais est-ce qu'il y a un intérêt à congeler du sperme quand on optimise tous les paramètres pour ne pas retomber dans le stress oxydatif? Est-ce qu'on conserve du sperme sans stress dès qu'on a un équilibre oxydatif, oui ou non? Je pense que ça dépend des cas. Franchement, ça dépend de l'âge de la partenaire. Si on a des paramètres spermatiques très altérés au début avec une femme assez âgée et on va faire, on compte faire quelques tentatives de FIV, c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard, peut-être que la question peut se poser. Et là, elle se poserait d'autant plus si on fait une biopsie testiculaire synchrone dans certains cas et quand gèle le sperme obtenu par biopsie qui serait peut-être de meilleure qualité que le sperme, disons, éjaculé.
Ok, il y a Dr Mejri qui demande comment peut-on quantifier un surdosage en traitement antioxydant? Alors, un surdosage, on le quantifie par le dosage par la technique idéalement Mioxis. Parce qu'un surdosage, dans le surdosage, on va avoir un stress réductif. Donc, on va avoir une balance oxydoréductrice qui penche plutôt vers des valeurs trop basses. Et concrètement, on risque d'avoir des paramètres spermatiques qui, après une amélioration initiale, se sont altérés. Justement, oui. Donc, soit on contrôle si on a l'appareil pour contrôler le stress oxydatif qui va baisser, c'est-à-dire l'équilibre qui revient à des cutoffs, à des valeurs qui sont au-dessous des cutoffs habituels, ou bien aussi il y a des signes indirects de surdosage en antioxydants, tels que l'élévation de la décondensation de la chromatine. Donc, c'est parmi les signes indirects d'un surdosage en traitement antioxydant. Donc, dans tous les cas, il faut faire l'exploration avancée et associer au stress oxydatif aussi les tests nucléaires. Voilà, donc il y a une autre question qui se rapporte à la macrocéphalie. Est-ce que la macrocéphalie constitue une contre-indication absolue au traitement et à l'ICSI? Oui, la macrocéphalie, c'est une tératospermie monomorphe, donc qui est liée à une mutation génique qu'on doit identifier chez le patient. Donc, il faut faire l'analyse moléculaire derrière. Et bien sûr, si la mutation est là, c'est une contre-indication absolue au traitement et à l'ICSI. Et on n'aura rien à faire avec ces spermatozoïdes macrocéphales. Il y a une question, excusez-moi, de Zina. Quelle est la conduite à tenir devant agglutinat positive isolé? Le reste, tout est normal. Oui. Alors, quand on remarque des agglutinats positifs au niveau de l'examen direct d'un sperme frais, il y a donc comment dirais-je, un rassemblement de spermatozoïdes. Ça peut être un signe comme j'ai dit, d'anticorps antispermatozoïdes qui fait que les spermatozoïdes s'accrochent par leur tête ou leur flagelle. Ça immobilise les spermatozoïdes. Et là, on parle donc de présence d'anticorps antispermatozoïdes. La première chose à faire, c'est de traiter le sperme. Traiter le sperme et quand on le traite avec un gradient de densité correctement, normalement, on aura des spermatozoïdes libres qu'on pourra utiliser en insémination si le TMS le permet, ou bien en fécondation in vitro si on a un nombre très réduit de spermatozoïdes récupérés après le traitement et la sélection. Walid, tu peux conclure? Voilà, alors je vais conclure par deux plaques. D'abord, celle-ci, c'est un algorithme, disons, pratique qui a été proposé par les auteurs de la revue qu'on a vue. Je ne vais rien rajouter, je pense, sauf que je vais mettre un peu les choses plus au clair. Donc, quand on a un stress oxydatif confirmé par le dosage, alors il faut rechercher avant tout une cause. S'il y a une leucospermie, le traitement proposé est une association antioxydant plus traitement antibiotique plus traitement anti-inflammatoire. Et puis, il faut redoser le stress oxydatif. S'il y a une varicocèle, comme on a vu, c'est la cure de varicocèle qui est le gold standard, plus ou moins le traitement antioxydant si on veut. Si on a des écarts d'hygiène de vie, tabac, obésité, alcool, etc., il faut absolument conseiller d'améliorer son hygiène de vie. Et puis, enfin, en l'absence de toute autre cause, on va parler d'infertilité masculine liée au stress oxydatif. Et là, il y a de la place au traitement antioxydant à condition de surveiller et de redoser le stress oxydatif pour éviter le surdosage et le stress réductif.
Alors, pour conclure, justement, donc, comme on a vu, pas de recommandations des sociétés savantes. On a une littérature très riche, mais qui a beaucoup de limites et d'insuffisances, hétérogénéité des études et des résultats, absence de standardisation, rares essais contrôlés en double aveugle. C'est une littérature surtout qui reste centrée, comme on l'a dit, et on va le rappeler, sur les paramètres spermatiques et sur l'homme, et non pas sur les grossesses et les résultats de l'aide médicale à la procréation. Peut-être, d'après ce qu'on a vu dans cette revue, que l'intérêt principal des traitements antioxydants dans l'hypofertilité masculine, c'est essentiellement l'infertilité idiopathique et inexpliquée, à un degré moindre la varicocèle associée au stress oxydatif, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est limiter, disons, bien au moins contrôler la durée de traitement et surveiller sous traitement pour éviter le stress réductif paradoxal qui est aussi nocif que le stress oxydatif. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien. Merci Walid, merci Sid Habib, merci Hanan. Je remercie aussi tous les participants et je leur demande de nous faire part de leurs commentaires en remplissant les formulaires d'évaluation. Ça va nous permettre d'améliorer nos staffs et nos binaires et ça va nous permettre aussi de choisir pour vous les meilleurs sujets qui vous intéressent. Je remercie vivement notre chargée de communication, Madame Amel, pour tous les efforts qu'elle est en train de faire et je vous donne donc rendez-vous au mois de septembre. Merci. Merci. Et bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci.